Soudan, les services de sécurité ont arrêté 2 figures de l'opposition. Ceci après que leur formation politique se soit accordée pour unir leurs forces contre le gouvernement d'Omar el-Béchir. En Inde, au moins 11 personnes ont perdu la vue après une opération de la cataracte dans le cadre d'un programme de traitement gratuit organisé par une ONG, un nouveau scandale qui secoue le pays. Le typhon Agupit qui frappe depuis samedi l'est des Philippines en proie à des vents terrifiants et des pluies intenses poursuit sa route et pourrait atteindre la capitale dès lundi matin. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du journal sur Sika. Je l'annonçais en titre, les services de sécurité soudanais ont arrêté 2 figures de l'opposition. Ceci après que leur formation politique se soit accordée pour unir leurs forces contre le gouvernement. Information donnée par un responsable de l'un des partis politiques. Les détails. Le service national de renseignement et de sécurité a arrêté samedi soir Farouk Abdou Issa, le chef des forces nationales de consensus, et Amin Maki Madani, un militant de la société civile. Depuis, aucune communication avec eux et leur lieu de détention demeure inconnu. Les autorités soudanaises n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour commenter ces informations. Les 2 hommes ont signé mercredi à Addis Abeba un accord réclamant la formation d'un gouvernement de transition à Khartoum baptisé l'Appel du Soudan. C'est le premier à réunir un spectre aussi large de partis politiques et de groupes rebelles opposés au président soudanais Omar el-Béchir au pouvoir depuis 25 ans. Parmi les signataires figurent le parti Ouma, des rebelles, des organisations de la société civile et le NCF qui regroupe plusieurs partis d'opposition. Lors d'une conférence de presse ce dimanche, le porte-parole des forces nationales de consensus, Mohamed Dia Eddine, a déclaré exiger la libération immédiate de Farouk Abdou Issa et de tous les détenus politiques. Il a ajouté que l'Alliance poursuivra son travail malgré ces mesures répressives. Omar el-Béchir, arrivé à la tête du Soudan en 1989 par un coup d'État, a annoncé en octobre qu'il serait candidat à sa propre succession aux élections prévues en avril. Réclamé par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, le président soudanais avait lancé en janvier un dialogue national pour tenter de régler les crises multiples qui secouent le Soudan. Un pays appauvri et ravagé par les conflits, notamment celui au Darfour depuis 2003, qui a fait 300 000 morts selon l'ONU. Une brève dans cette édition, le bilan de la dernière tuerie commise dans le nord de la province du Nord Kivu et attribué aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF s'est alourdi. Le nombre de morts est passé de 14 à 36 personnes. Tous ont été tués à l'arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis octobre, plus de 200 personnes ont été tuées dans une succession de massacres à l'arme blanche dans la ville de Beni et ses environs. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a officiellement placé samedi son épouse Grace Mugabe dans la course à sa succession. L'homme est au pouvoir depuis 1980 et la première dame est relativement novice en politique. Reportage. Avec le poste de présidente de la Ligue féminine, Grace Mugabe, âgée de 49 ans, fait automatiquement son entrée au bureau politique du mouvement dont elle était jusqu'alors simple membre. Sans surprise, Robert Mugabe a aussi été reconduit chef du parti. En revanche, quant à la composition très attendue du parti politique et le choix de ses vice-présidents, il a entretenu le suspense. Ils ne seront connus que mercredi ou jeudi. Je ne peux pas me précipiter pour choisir des gens. Je veux prendre le temps de voir de nouveaux noms, de nouvelles personnes qui vont entrer dans le comité central. Ceux qui ne sont pas ici nous ont dit au revoir. Je ne les vois pas revenir au comité central. Je veux vous remercier et merci du plus profond du cœur d'avoir voté encore une fois pour moi. L'issue ne faisait pas de doute. Personne ne se présentait contre le leader historique qui a également été désigné candidat du parti à la prochaine élection présidentielle prévue en 2018. Il aura alors 94 ans. Un autre prétendant à la succession Mugabe a été nommé au comité central et garde ainsi ses chances. Il s'agit du ministre de la Justice Emerson Mnangagwa. Relativement nouvelle dans l'arène politique, Grace Mugabe avait été à la surprise générale désignée en août pour briguer la direction de la Ligue féminine du parti.
Elle pourrait avoir envie de parvenir un jour à la tête du pays. À peine le tirage au sort de la CAN 2015 effectué que le plus dur commence pour la Guinée équatoriale. Le pays a un peu plus d'un mois pour se mettre en ordre de bataille, mais pour l'instant, d'importantes interrogations subsistent sur sa capacité à assurer une organisation optimale et à éviter les couacs logistiques. Sur le plan sanitaire, pendant ce temps, les autorités rassurent. Le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 essaie de mettre les bouchées doubles pour une certaine réussite de ce grand rendez-vous sportif. D'un point de vue sanitaire, l'une des grandes peurs du moment se veut être l'épidémie d'Ebola. Mais les autorités disent ne pas craindre cette menace. La Guinée équatoriale est en train de prendre des dispositions pour que la prévention soit l'élément principal de notre combat, puisque nous n'avons connu aucun cas d'Ebola dans le pays. Par conséquent, nous allons appliquer les consignes de l'Organisation mondiale de la santé pour que l'élément de prévention soit le fort de l'activité du Comité national de vigilance d'Ebola en Guinée équatoriale. Il ne s'agit pas là de belles paroles, à en croire l'autorité. Des démarches très importantes sont menées pour joindre l'acte à la parole. Le président de la République a visité la Havane en septembre dernier. Et bien qu'on ne nous avait pas promis qu'on serait les hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations ou la CAN, après avoir participé à la session annuelle des Nations Unies avec tous les pays de l'ONU, son Excellence est parti à Cuba et comme le thème d'Ebola faisait la une partout dans le monde, il a profité de son voyage à Cuba pour embaucher 15 médecins pour travailler dans le pays dans le cadre de la prévention du syndrome d'Ebola. Autre volet de l'organisation, la question cruciale de l'hébergement, des transports et des stades, principaux soucis des équipes. La capitale Malabo et Bata, ville hôte de la Coupe d'Afrique en 2012 et actuellement de la Coupe de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale jusqu'au 13 décembre, disposent des infrastructures adéquates et ne suscitent pas de grosses inquiétudes. La Confédération africaine de football se veut très confiante, même si pour le moment, aucune visite des deux villes n'est prévu pour les équipes censées y être basées, ce qui ne manque pas de les préoccuper. Parlons toujours Ebola, les mesures sécuritaires se sont renforcées dans la plupart des pays. Les dispositions sont plus accentuées dans les aéroports où sont utilisés des thermomètres infrarouges. Plus efficaces que des thermomètres ordinaires, ces outils permettent d'appréhender les premiers signes d'Ebola. Les images. De nombreux aéroports dans le monde contrôlent désormais la température des voyageurs à l'aide de thermomètres infrarouges sans contact afin de détecter d'éventuels porteurs du virus Ebola. Leur température est prise dès l'arrivée pour dépister une possible contamination. Une température au-dessus de 38,6 présentant une menace sanitaire, les passagers suspects sont passés au crible, mis à l'isolement ou laissés libres si la suspicion d'Ebola est levée. L'appareil, parfois appelé thermomètre frontal, dispose d'une sonde munie d'un capteur qui, placé à quelques centimètres de la peau de la région frontale, mesure la température. Le corps humain, comme les objets, dégage des rayonnements infrarouges de différentes longueurs d'onde qui varient en fonction de la chaleur. Ces radiations sont converties en signal électrique par le capteur du thermomètre. Ce signal est ensuite évalué puis converti en un signal numérique qui donne la température du corps. Certains aéroports, comme celui de Hong Kong, utilisent des caméras thermiques qui peuvent aussi mesurer la température du corps à distance. Mais elles ne sont pas aussi précises que les thermomètres et ne sont qu'un outil complémentaire, pas une méthode exclusive de diagnostic. En Inde, le secteur de la santé est à nouveau secoué par un autre scandale. Au moins 11 personnes ont perdu la vue après avoir subi une opération de la cataracte. C'était à l'issue d'un programme de traitement gratuit organisé par une ONG dans le nord du pays. Plus de précisions à travers ce reportage. Le centre Ramlalai, spécialisé dans le traitement des maux d'yeux bondés de monde. Ils sont là, ces patients, pour l'opération dite de la dernière chance. 62 au total, ils avaient préalablement subi une opération gratuite de la cataracte qui s'est révélée un fiasco. Malvoyants pour la plupart au départ, 11 ont été déclarés aveugles après l'opération et le bilan pourrait bien s'alourdir. Hospitalisés dans ce centre public, certains patients, avec un peu plus de chance, pourraient recouvrer la vue. Cette affaire crée l'émoi dans toute l'Inde et soulève à nouveau la question de la qualité des soins médicaux administrés dans le pays. Ceci, quelques jours seulement après la mort de 13 femmes des suites d'une opération de stérilisation de masse. En son temps, les autorités avaient imputé les cas de décès à la contamination des médicaments utilisés pour la stérilisation.
Mais un rapport indépendant avait mis en cause l'absence de toute mesure d'hygiène de la part des médecins, ce qui a pu provoquer des septicémies. Dans le cas des opérations de la cataracte, un médecin assermenté a estimé que les patients avaient contracté une infection après leur opération. Le camp ayant abrité les opérations aurait été organisé sans l'autorisation du gouvernement. Par conséquent, les autorités ont porté plainte contre ces initiateurs. En bref, des restes de l'un des 43 étudiants disparus depuis fin septembre dans l'état de Guerrero, dans le sud du Mexique, ont été identifiés. La confirmation a été obtenue à la suite des tests d'ADN réalisés dans un laboratoire en Autriche. Felipe de la Cruz, porte-parole des parents des disparus, a confirmé l'information, mais il a réaffirmé la détermination des familles et insisté que la mobilisation allait se poursuivre après que des dizaines de milliers de personnes eurent manifesté à Mexico. Les parents des étudiants qui n'acceptent pas la version des autorités selon laquelle les étudiants ont été tués la nuit de leur disparition exigent que l'État fédéral poursuive les recherches. Le typhon Agupit qui frappe depuis samedi l'est des Philippines en proie à des vents terrifiants et des pluies intenses poursuit sa route et pourrait atteindre la capitale dès lundi matin. Jusque-là, les dispositions qui ont été prises pour évacuer la population ont permis de ne pas enregistrer pour l'instant des décès dus aux intempéries. Reportage. Le typhon Agupit, le plus important à toucher les Philippines cette année, a balayé ce dimanche l'est de l'archipel, frappé par des pluies intenses et des vents soufflant en rafale à plus de 200 km/h, arrachant toitures et lignes électriques. La tempête venue de l'océan Pacifique a commencé à frapper les villages de pêcheurs de l'île de Samar samedi soir et devrait affecter plus de la moitié de l'archipel, dont des régions du centre-est déjà dévastées il y a un an par le super typhon Haiyan. Beaucoup de maisons, surtout sur le littoral, ont été emportées par des vents violents. Les arbres et les lignes électriques sont couchés, les toits ont tout arraché et des inondations enregistrées. Les autorités locales n'ont cependant pas fait état jusque-là de décès dus aux intempéries, ce qui suscite pour l'instant un sentiment collectif de soulagement. En effet, créant une répétition de la ruine laissée l'an dernier par le super typhon Haiyan qui avait dévasté les Philippines le 8 novembre 2013, faisant plus de 7350 morts, les autorités avaient dès vendredi ordonné à des millions de Philippins de se réfugier dans des églises, des écoles et des gymnases, les bâtiments les plus solides de la ville. Pour la seule région de Bicol, au nord de Samar, plus de 600 000 personnes ont été regroupées dans des centres d'évacuation. À Tacloban, l'une des villes les plus durement touchées par Haiyan il y a un an, des centaines de personnes se sont réfugiées dans un gymnase dès vendredi. L'impact du typhon devrait être ressenti sur une bande de plus de 600 km de large, ce qui fait peser une menace sur près de 50 millions de personnes, soit la moitié de la population, selon une estimation du gouvernement philippin. Le typhon serait le plus violent attendu sur l'archipel cette année, a prédit l'agence météo nationale. Il doit toucher 55 des 85 provinces du pays. D'après les prévisions, Agupit devrait atteindre la capitale dès lundi matin. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Sika.